Salut à tous les amoureux de la toile, vous connaissez le principe, on entre dans une décennie dédiée aux comédies musicales, celles qui nous scotchaient à notre siège et où les stars brillaient de mille feux. Mais il n'y a pas que cela, c'est aussi la décennie des comédies romantiques ultra sophistiquées. On va traverser ces années dans l'ordre pour bien sentir comment le style et les thèmes ont évolué. Sérieusement, qu'est-ce qui fait qu'une comédie traverse les âges pour devenir inoubliable ? L'âge d'or d'Hollywood, dans les années 50, nous a balancé des centaines de films et de chefs-d'œuvre, mais parmi tout cela, lesquels faut-il vraiment voir une fois dans sa vie ? Aujourd'hui, on plonge dans ma sélection des 10 plus grandes comédies des années 50. Comme vous le savez maintenant, c'est vous qui allez élire la meilleure des comédies. Et oui, à la fin de votre visionnage, vous pourrez me donner votre top 3 des films présentés et vous participerez activement à la chaîne. Ensuite, je vous proposerai un sondage pour élire la comédie ultime des années 50. Ah oui, j'oubliais, je me suis imposé une règle assez simple. Un seul film par réalisateur, ce qui nous permet d'avoir un plus grand choix de films. Allez, c'est parti. On démarre en 1950 avec une pépite de fantaisie et de douceur. Harvey, d'Henry Koster. Imaginez un peu, on suit Elwood, un type adorable d'une gentillesse infinie, joué par le mythique James Stewart. Son seul petit truc, son meilleur pote est un lapin géant invisible de presque 2 mètres qui s'appelle Harvey. Forcément, cette amitié sort de l'ordinaire et tape sur les nerfs de sa sœur, Veta. Pour sauver les apparences, elle décide de le faire interner. S'ensuit une cascade de quiproquos tordants dans un asile où plus personne ne sait qui est le plus fou. Pourquoi ce film est un classique ? Parce qu'il pose une question géniale. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être normal ? Harvey est une ode à la différence et à la bienveillance. La performance de James Stewart est juste magistrale. Il rend ce personnage un peu perché si attachant qu'on finit tous par vouloir un ami comme Harvey. Après la poésie, place à l'explosion de couleurs et de musique avec Un Américain à Paris, le chef-d'œuvre de Vincente Minnelli sorti en 1951. On suit Jerry Mulligan, un peintre américain un peu fauché, joué par le charismatique Gene Kelly, qui essaie de percer dans le Paris bohème de l'après-guerre. Il tombe raide dingue de Lise, une jeune française pétillante jouée par la sublime Leslie Caron. Le film est une comédie musicale flamboyante, portée par la musique immortelle de George Gershwin. Mais attention, Un Américain à Paris est bien plus qu'une simple romance, c'est une déclaration d'amour à l'art sous toutes ses formes. Chaque plan est composé comme un tableau de maître. Le film est un tourbillon de joie de vivre, de danse et de jazz qui capture l'énergie d'une ville en pleine renaissance. Et que dire du final ? Un ballet incroyable de presque 18 minutes, une séquence muette et entièrement dansée, chorégraphée par Gene Kelly lui-même. Ce morceau de bravoure, inspiré d'étoiles de Dufy, Renoir ou de Toulouse-Lautrec, a mis tout le monde d'accord et a permis au film de rafler l'Oscar du meilleur film. On change complètement de registre avec la screwball comédie ultime. Mademoiselle gagne tout, Pat and Mike en VO, réalisé en 1952 par le maître George Cukor. Le film réunit le duo légendaire Spencer Tracy et Katharine Hepburn, que l'on aurait pu déjà croiser lors de la décennie précédente. Hepburn y est une athlète hors pair, aussi douée au golf qu'au tennis, mais qui perd tous ses moyens dès que son fiancé hyper condescendant pointe le bout de son nez. Elle croise alors la route de Mike Conovan, un manager sportif un peu véreux, joué par Tracy bien sûr, qui va la prendre sous son aile. Leur duo va faire des étincelles, mélangeant sport, business et romance, of course. Ce qui est génial avec ce film, c'est son message incroyablement moderne. C'est l'un des premiers films à Hollywood à mettre en scène une femme athlète comme une héroïne forte et indépendante. La comédie repose sur le choc entre le talent brut de Pat et le machisme ambiant de l'époque. Le tout est porté par des dialogues au cordeau et une alchimie explosive entre Tracy et Hepburn qui formait aussi un couple à la ville.
On reste en 1952 pour une comédie complètement barrée, Chérie, je me sens rajeunir, Monkey Business en VO, signé par le très grand Howard Hawks. Le film nous présente Cary Grant en chimiste un peu lunaire qui cherche à créer un élixir de jouvence. Par accident, un chimpanzé dans son laboratoire s'amuse à faire des mélanges et verse le résultat dans la fontaine à eau. Barnaby puis sa femme, interprétés par Ginger Rogers, en boivent et régressent à l'adolescence, puis à l'enfance, semant un chaos absolument jubilatoire. Pourquoi c'est un classique ? Eh bien parce que c'est une farce survoltée qui réveille l'enfant qui dort en nous. Voir le très distingué Cary Grant se comporter comme un ado irresponsable, se faire une crête iroquoise et partir en virée avec une jeune Marilyn Monroe en secrétaire naïve, c'est un pur bonheur. Le rythme est dingue, les gags s'enchaînent à toute vitesse, dans le plus pur style d'Howard Hawks. Le petit clin d'œil, le personnage de Marilyn Monroe s'appelle Lois Laurel, un hommage direct à la fille de Stan Laurel, du cultissime duo si bien connu. Un détail qui ancre encore plus le film dans la grande tradition de l'humour hollywoodien. On change d'année en 1953, William Wilder nous livre un conte de fées moderne et l'une des comédies romantiques les plus cultes de tous les temps, Vacances romaines. Le film raconte l'histoire de la princesse Anne, jouée par Audrey Hepburn, qui, épuisée par le protocole de sa tournée européenne, s'offre une virée incognito à Rome. Elle tombe sur Joe Bradley, un journaliste américain joué par Gregory Peck, qui flaire le scoop de sa vie et décide de lui faire visiter la ville en lui cachant qui il est vraiment. Ce film est tout simplement immortel. C'est lui qui a fait d'Audrey Hepburn une star mondiale, lui rapportant l'Oscar de la meilleure actrice pour son tout premier grand rôle. L'alchimie entre la grâce d'Hepburn et le charme relax de Peck est juste parfaite. Entièrement tourné en décor naturel, le film est aussi une magnifique carte postale de Rome, de la balade en Vespa aux scènes cultes près de la fontaine de Trévi, et que dire de la bouche de la vérité. D'ailleurs, parlons de cette scène. La réaction de peur d'Audrey Hepburn est 100% authentique. Gregory Peck avait décidé de lui faire une blague en cachant sa main dans sa manche pour lui faire croire qu'elle avait été mangée. Une impro totale qui a donné l'une des scènes les plus spontanées et mémorables du cinéma. On passe en 1964 avec un autre monstre sacré de la comédie, j'ai nommé Billy Wilder, et son film est d'une élégance rare, Sabrina. Audrey Hepburn, décidément l'icône de la décennie, joue Sabrina Fairchild, la fille timide du chauffeur d'une richissime famille. Secrètement amoureuse du fils cadet, un playboy joué par William Holden, elle part étudier à Paris et en revient métamorphosée en femme ultra sophistiquée. Pour éviter que le mariage arrangé du cadet ne tombe à l'eau, son grand frère, un homme d'affaires froid et calculateur, joué par Humphrey Bogart, décide de la séduire pour l'éloigner et se fait prendre à son propre piège. Sabrina, c'est le top du top de la comédie romantique chic. Le scénario de Billy Wilder est un bijou d'intelligence avec des dialogues qui fusent comme des flèches. C'est un triangle amoureux complexe qui explore avec humour les barrières sociales et les transformations personnelles. L'ambiance sur le tournage, par contre, n'était pas toujours au beau fisc. Bogart, qui n'était pas le premier choix pour le rôle, était apparemment frustré par l'ambiance et ses partenaires. Malgré ces quelques tensions, le résultat à l'écran est une pure merveille d'équilibre et de charme. En 1955, Michael Curtiz, le réalisateur de Casablanca et de tant d'autres chefs-d'œuvre, nous surprend avec une comédie de Noël délicieusement immorale, La cuisine des anges. We are no angels, en anglais. L'histoire se passe la veille de Noël en Guyane française. 3 prisonniers évadés du bagne, Joseph, Albert et Jules, se planquent dans un magasin tenu par une famille adorable mais au bord de la faillite. Leur plan initial, tout piller et s'enfuir, mais attendris par leur gentillesse, ils décident de rester pour les aider à leur façon. Une façon souvent très peu orthodoxe. Ce film est un régal parce qu'il prend tout le monde à contre-pied. L'humour est noir, cynique et repose sur le décalage entre les intentions criminelles des 3 anges et leurs actions finalement bienveillantes. Voir Humphrey Bogart, l'éternel dur à cuire, dans un rôle comique où
Il excelle en manipulateur au grand cœur. C'est un pur plaisir. Et leur animal de compagnie, un serpent venimeux nommé Adolphe, ajoute une touche d'humour macabre parfaite. D'ailleurs, pour la scène clé, un vrai serpent a été utilisé sur le plateau. Le professionnalisme de Bogart, qui n'a pas bronché en interagissant avec le reptile, a bluffé toute l'équipe. La preuve qu'il était un immense acteur, même face à un partenaire potentiellement mortel. En 1956, Walter Lang nous transporte dans un univers somptueux, avec Le Roi et moi, une comédie musicale magnifique et touchante. Basée sur une histoire vraie, le film raconte l'arrivée d'Anna, Deborah Kerr, une gouvernante britannique à la cour du roi de Siam dans les années 1860. Engagée pour éduquer les nombreux enfants du roi, joués par un Yul Brynner magnétique, elle se heurte à un monarque autoritaire mais curieux. Leur choc des cultures va se transformer en un profond respect mutuel, teinté d'une romance impossible. Ce film est un chef-d'œuvre, visuel et musical. Les chansons comme Shall We Dance sont devenues des classiques absolus. Mais au-delà de la romance, le film explore avec brio le choc des cultures, la tradition face à la modernité et l'éducation comme outil de libération. Yul Brynner a tellement incarné le rôle du roi qu'il est devenu indissociable du personnage. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance et a continué à jouer le rôle sur scène plus de 4000 fois au cours de sa carrière. Son crâne rasé, devenu iconique, a contribué à créer l'une des figures les plus mémorables de l'histoire du cinéma. En 1957, le maître Stanley Donen réunit deux légendes, Audrey Hepburn et Fred Astaire, dans Drôle de frimousse, Funny Face, une lettre d'amour à la mode, à la photo et à Paris. Audrey Hepburn joue une libraire intello qui méprise le monde de la mode. Sa vie bascule quand un célèbre photographe, Dick Avery, décide de faire d'elle le nouveau visage d'un grand magazine. Emmenée à Paris pour des shootings, la chenille intello se transforme en un sublime papillon de la haute couture. Drôle de frimousse est un pur enchantement visuel. C'est l'une des comédies musicales les plus stylées jamais faites. Chaque plan est une œuvre d'art. Les costumes de Givenchy sont à tomber. Et les numéros musicaux sur les chansons de Gershwin sont d'une créativité folle. Voir Fred Astaire, 58 ans, danser avec Audrey Hepburn, 28 ans, c'est juste un moment de grâce absolue. On termine la décennie en beauté et en éclat de rire avec Opération Jupon, une comédie militaire hilarante de 59, signée par le futur réalisateur de La Panthère Rose, jeune homme Black Edwards. Cary Grant y joue le commandant d'un sous-marin américain en piteux état au début de la Seconde Guerre mondiale. Pour le rafistoler, il est aidé par un jeune officier un peu filou, mais très système D, joué par Tony Curtis. La situation se corse encore plus quand ils doivent embarquer 5 infirmières de l'armée, transformant le submersible en une poudrière de situations cocasses. Ce film est l'exemple parfait de la comédie de situation réussie. Le génie de Black Edwards, c'est de balancer des personnages décalés dans un univers ultra strict. Ici, c'est l'armée. Le choc entre la rigueur militaire et la présence féminine, plus le duo entre le commandant droit dans ses bottes et l'officier magouilleur, crée des gags inoubliables. Et bien sûr, comment oublier ce fameux sous-marin peint en rose ? Alors évidemment, avec une règle pareille, 10 films uniquement, j'ai dû faire des sacrifices terribles. Comment ne pas parler de Certain Lame Show, de Billy Wilder, souvent considéré comme la meilleure comédie de tous les temps, ou des comédies musicales de Gene Kelly avec Chantons sous la pluie, qu'il a co-réalisé avec Stanley Donen. Eh bien, ce n'est pas un oubli involontaire. Ces deux films magistraux ont été traités sur la chaîne. Je vous invite à découvrir les rétrospectives. Et comme je voulais faire un réalisateur, un film, eh bien, je me suis penché sur d'autres œuvres des mêmes réalisateurs, Wilder et Donen. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de la fantaisie à la farce militaire, de la romance en Vespa à la comédie musicale explosive. Vous avez l'embarras du choix. Laissez-moi votre top 3 en commentaire. Chaque film de cette liste est porté par la vision unique d'un maître et par des acteurs au sommet de leur art. J'espère que ce voyage vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ces pépites qui n'ont rien perdu de leur pouvoir de nous faire rire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like. Vous avez aussi la possibilité de booster la vidéo
et de vous abonner pour une fois. C'est un truc qui est gratuit, alors pourquoi hésiter? Bien sûr, activez la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines explorations ciné, des rétrospectives, des hors-séries, des lives. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne toile. Ciao ciao.